Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 25 novembre 2019 d'Informatique News Hebdo, votre émission dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels du secteur. Et pour décrypter et analyser sur l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on passe en revue, comme chaque semaine, l'actualité. On commence par Google, qui à l'occasion de Cloud Next va alimenter ce que je vais peut-être appeler une nouvelle guerre de religion entre les VM et les containers, avec l'idée de Google qui est de remplacer finalement les VM par les containers, alors qu'évidemment on a d'autres acteurs historiques, type Nutanix ou VMware, avec leurs propres outils, proposent de bien séparer les deux. Exactement. Donc c'était à l'occasion de Cloud Next, leur conférence qui s'est déroulée à Londres. Donc ils ont présenté cette solution qui s'appelle Anthos Migrate. Donc c'est pas une marque de confiture, hein. Je crois qu'Anthos c'est des confitures, mais là Andros, c'est autre chose. Enfin bon, c'est pas très Comment Andros, Andros, oui, c'est ça. C'est pas grave. Donc en gros l'idée c'est effectivement, comme vous le disiez, de faciliter le passage d'une infrastructure basée sur les machines virtuelles, donc VMware bien sûr, la plupart du temps, vers une infrastructure basée sur les containers et de bénéficier de tous les services qu'on peut imaginer, donc Knative pour le serverless, Istio pour la gestion microservices, etc. Et effectivement, comme vous le disiez, je crois que il y a vraiment deux options possibles. Deux écoles, on va dire. Comment ? Deux écoles. Oui. Donc il y a celle-ci, puisque Google n'a pas d'historique, n'a pas de parc à défendre. Oui, il n'a pas d'hyperviseur. Alors que par exemple VMware, qui à l'occasion de VMworld avait fait une annonce très différente, qui avec les projets Pacific et Tanzu, avec l'idée de précisément offrir une plateforme unique avec une console de gestion unique pour gérer à la fois les VM et les conteneurs, en disant que pour certaines applications, il y a les VM c'est plus adapté, pour d'autres les conteneurs c'est les plus. Et même à l'intérieur même d'applications, il y a des parties d'applications qui seront mieux sur des VM et mieux sur des conteneurs. Donc là c'est vraiment deux écoles qui s'affrontent. Je crois que le terme guerre des religions est peut-être un petit peu fort, mais enfin c'est un peu ça. Maintenant qu'est-ce qui va en sortir, ça on verra bien, en tout cas. Exactement. C'est l'avenir nous dira. Mais en tout cas, c'est vraiment une tendance qui est très forte. Et alors, le point important aussi à montrer, c'est que finalement, les GAFA, dont Google est un éminent représentant, sont aujourd'hui quand même les leaders en matière de développement logiciel, clairement. C'est quand même étonnant. Il y a seulement 10 ans, on aurait dit Google va imprimer sa marque à la fois dans le domaine des mobiles, avec Android, ou dans des domaines aussi d'infrastructures aussi importants. Oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on attendait plus sur Google at Work, les mails, que sur la partie infra pure et dure. Bon, c'est peut-être le résultat aussi de la montée en puissance du cloud. Enfin, ça paraît assez logique. Alors, on parlait de cloud, je passe au sujet suivant, qui est le IBM, et c'est IBM Cloud Pak. Donc une autre façon de packager, si j'ai bien compris, l'offre IBM dans le cloud, avec cette fois-ci un Cloud Pak dédié exclusivement à la sécurité. Évidemment. Exactement. Alors, ils l'avaient annoncé en septembre, parce qu'ils avaient annoncé les Cloud Pak en septembre. D'ailleurs, on avait titré les AS400 du cloud. Donc, l'idée, c'est bien de packager des cas d'usage. Donc, il y en a un pour la data, un pour l'automatisation, un pour l'intégration, un pour les applications, un pour le multi-cloud management. Et là, ils avaient dit qu'ils annonceraient ce Cloud Pak pour la sécurité. Et donc, c'est fait. Avec l'idée de proposer une plateforme sur laquelle on va pouvoir intégrer des composants en fonction des composants de sécurité en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, on peut intégrer du Splunk, on peut intégrer du Tenable, on peut intégrer du Carbon Data, je crois. Enfin bon, des choses diverses et variées avec lesquelles et qui pourront se développer avec le temps. Donc c'est vraiment cette approche plateforme que propose IBM, qui est intéressante dans la mesure où, on l'a dit déjà à de nombreuses reprises, les entreprises sont face à l'utilisation d'une vingtaine, voire beaucoup plus de solutions de sécurité qui sont indépendantes les unes des autres, et ce qui fait que, en gros, pour les faire communiquer ensemble, c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Alors que là, cette plateforme unique avec la possibilité précisément de réutilisation des données d'une plateforme, enfin d'un outil vers un autre. Donc c'est une approche qui est intéressante. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas, c'était quelque chose d'important. Tant à souligner. Alors, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais la semaine dernière se déroulait Dreamforce 2019,
qui est pour le coup la grand-messe de Salesforce, parce que je crois que c'est plus de 100 000 personnes présentes à San Francisco, donc on a un peu de mal à imaginer la taille de l'événement. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre d'annonces qui sont déroulées, on a eu droit à Tim Cook, Obama, enfin bref. Et pour venir, ce qui nous intéresse plus directement, c'est le client 360, la vision du client 360 qui est tellement annoncée par les fournisseurs du secteur, finalement, devient une réalité au travers des différentes annonces qui ont été faites par Salesforce. Je crois que ce que vous venez de dire est très, très intéressant, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis tellement longtemps qu'on pense que ça existe, alors que finalement ça existe. Il suffit d'appeler un ou deux call centers pour se rendre compte que... Et donc c'est suite au rachat de Mulsoft l'année dernière, qui est un intégrateur et gestionnaire d'API, donc possibilité de faire divers connecteurs, donc que Salesforce propose cette vision à 360, comme on dit couramment, du client, et donc ça veut dire qu'on va avoir un identifiant unique pour référencer un client, et non pas, je sais pas moi, Walmart ou Malwart ou Markwall ou je sais pas, enfin n'importe quoi. Et on reçoit toujours des courriers de doublons, parce que en gros c'est votre prénom-nom, nom-prénom, enfin des choses aussi élémentaires que ça. Donc là l'objectif c'est pour Salesforce, pour ses propres applications, donc les ventes, le service, enfin tout ce qui le marketing, les Salesforce Automation, tout ça. Donc là toutes ces données là pour le même client, ce sera en gros c'est un peu l'idée du silo, Master Data Management, c'est un peu ça, gestion des données maîtres, donc un seul identifiant. Et puis à l'inverse, pour le client, ça va être la possibilité de se connecter à différentes applications de manière unique. Donc bon, c'est... je veux dire que le besoin était là, on pensait que c'était fait et c'est là, donc on est presque plus tellement surpris finalement. Blasé peut-être, c'est peut-être le mot qui convient. Alors ça, c'était pour Dreamforce. Le sujet suivant, ça aurait pu être notre coup de gueule finalement, Guy. Oui. C'est la 5G en France qui, j'ose pas dire venir une arlésienne, elle va bien arriver, mais en tout cas c'est un peu avançant en reculant quand même. Oui, c'est ça. Alors donc là, en gros, c'est l'attribution des bandes de fréquences qui est prévue pour mars 2020. Alors qu'initialement, on rappelle, ça devait être l'été, cet été, après septembre. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que la France prend un peu plus de retard dans la 5G par rapport aux autres nations, donc c'est pas une bonne idée. Et ça, c'est lié en fait, il y a une sorte de conflit entre le gouvernement et l'ARCEP qui sont apparemment pas d'accord sur la manière de traiter le problème. Et suite à cette annonce... Surtout un problème d'argent, non ? Je suppose qu'au final, il y a... Quel prix mettre aux licences finalement. Oui. Et donc, suite à cette annonce, évidemment, les opérateurs en gros, n'ont pas tapé du poing sur la table, mais ont dit qu'ils voulaient avoir des informations plus précises pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Donc tout ça n'est pas, comme vous le disiez, c'est une information, mais c'est en même temps finalement un coup de gueule qu'on donne un peu. Oui, là, pour le coup, la Startup Nation, elle est un peu... Elle n'est pas très start-up. On va dire. Sachant qu'a priori, on est quand même... On était... Enfin, on se présente toujours comme une nation très, très bonne dans le domaine des télécoms mobiles. Mais qui était un cœur de compétences historiques. En plus, c'est pas une question technique, quoi. C'est une question plutôt... Il suffit d'appuyer sur les boutons, de faire l'échec éventuellement pour les opérateurs, et puis ça peut démarrer. Autre saga qu'on suit, c'est la saga HP, alors j'allais dire HP Xerox, avec un oui mais d'HP à l'offre de... Un non mais, pardon, justement, voilà, c'est important. Exactement. Un non mais d'HP à Xerox, donc on allait dire l'histoire n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc HP a répondu par le biais de son conseil d'administration de manière unanime en rejetant cette offre, mais en disant qu'ils n'étaient pas opposés à une fusion des deux. Alors évidemment, quand on parle de fusion, on se dit c'est une fusion Trégo, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, et évidemment je suppose que HP, étant donné sa taille par rapport à Xerox, pense qu'il est l'acquéreur légitime de Xerox et non l'inverse, sachant que Carl Icahn était toujours à la manœuvre et donc avait poussé Xerox d'un côté, avait racheté des actions HP de l'autre, pour pouvoir essayer de tirer la main du feu. Donc cette affaire
d'affaires n'est pas fini. Ils ont effectivement rejeté au motif que l'offre n'était pas à hauteur de la valeur des attentes. On est là pour l'instant à un montant de 34 milliards. Effectivement, si on compare par exemple au rachat de Red Hat par IBM, c'est 34 milliards. Et entre HP et Red Hat, il y a quand même une différence de... Bon, c'est pas les mêmes activités, mais quand même. De chiffre d'affaires. Ouais. Donc, voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est un peu... le statu quo. En attente, oui. Très bien. Et ça, c'était pour les sujets de la semaine. Pour le dossier de la semaine, on va parler d'e-commerce. Et en plus d'e-commerce en Chine, parce qu'on parle d'Alibaba, qui avait fait son Black Friday, j'allais dire. Voilà. Hein. Voilà. On en reviendra tout à l'heure peut-être, oui. Mais alors, qui s'appelle le 11 l'événement. C'est le festival du e-commerce 11-11, c'est le 11 novembre. Il se trouve que c'était la 11e édition, donc ça a rajouté encore un petit peu. Et pourquoi on l'a retenu? Parce que, en fait, là comme vous le disiez, on parlait beaucoup on nous a saoulé un petit peu avec le Black Friday depuis un certain temps. Comme on est en Chine, ce sont des dimensions qu'on peut... Oui, difficilement incroyables. Donc quelques chiffres. Donc c'est sur une journée, 500 millions d'acheteurs, d'utilisateurs, ils n'ont pas tous acheté, mais il y a 500 millions qui se sont connectés. Près de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est quand même énorme. 1 milliard au cours des 68 premières secondes, 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc à un moment donné, il y a eu un pic de 90 millions d'utilisateurs. Donc quand même, on voit la taille de l'événement, c'est absolument considérable. Et évidemment... oui, si on prend le côté informatique, il faut des infrastructures qui puissent tenir tout ça. Et c'est vrai que quand on fait le parallèle, par exemple, avec, vous vous souvenez, quand il y avait eu la déclaration des impôts, et que le truc était tombé en panne, on était peut-être à quelques millions, mais pas beaucoup plus. Là, on est à 90 millions à un moment donné, donc c'est vraiment des changements d'échelle absolument considérables. Donc, ce qui montre que ces acteurs, Alibaba là, en particulier, sont vraiment des spécialistes d'infrastructure. C'est pas savoir-faire. C'est pas du e-commerce, c'est des spécialistes d'infrastructure. Alors peut-être juste en parallèle, parler du e-commerce français, deux, trois chiffres. On va dépasser cette année les 100 milliards d'euros, donc c'était une barre symbolique. Évidemment, Amazon est le leader dans ce domaine. Il dit pas son chiffre d'affaires, on l'évalue à 7 milliards d'euros, ce qui est quand même important. Mais je crois que l'idée, c'est que les acteurs français, ils ont réussi finalement à résister pas mal, avec des acteurs comme Cdiscount, avec Vente Privée, avec la Fnac. Donc il fallait mentionner que finalement Amazon avait déroulé le rouleau compresseur, mais que les Français quand même avaient réagi, et puis des acteurs européens comme Booking par exemple, qui est un acteur européen qui est un leader dans le domaine du voyage. Voilà, donc finalement l'Europe existe malgré tout sur ces questions-là. Très bien, écoutez, c'est un sujet intéressant. Pour continuer sur l'événement de la semaine, des semaines à venir, alors il y a une Cloud Expo, c'est ça ? C'est cette semaine, donc c'est le 27 et le 28 à la porte de Versailles. Alors, c'est un peu le couteau suisse de l'expo parce qu'il y a tout. Il y a le DevOps, il y a le Big Data, il y a le Data Center, il y a le Cloud évidemment, il y a la cybersécurité. Donc en gros, il faudra c'est la samaritaine de l'IT. On pourrait dire ce qu'il n'y a pas plutôt que ce qu'il y a. En tout cas, c'est cette semaine à la porte de Versailles. Donc pour les Parisiens, c'est pas très loin. S'ils veulent s'intéresser à une question informatique, c'est là où ils peuvent aller. C'est cette semaine. Et puis l'autre événement que je voulais souligner de la semaine, c'est demain, c'est HPE Discovermore, dont nous sommes partenaires et qui accueillera le patron Europe, Gilles Thibault, qu'on a reçu il y a quelques temps, Alain Melon, nouveau patron France, plus quelques invités américains pour parler de l'univers HPE. Et ça se déroule à la scène musicale, donc voilà, évidemment, tout le monde nos lecteurs sont les bienvenus. Ça, c'était pour l'actualité événementielle de la semaine. Et puis on finit par le coup de gueule. Cette fois-ci, on l'a un peu évoqué, c'est le Black Friday,
qui, bon, alors effectivement, c'est implantation américaine. Quand on se promène dans les rues, on voit qu'on s'est déjà projeté sur les fêtes de Noël. Et là, on parle de tout ce qui est activité commerciale. Bien sûr. Donc les décorations, les boutiques, etc. Mais finalement, il y a un événement qui est beaucoup plus pressant et beaucoup plus qui arrive cette semaine, c'est le fameux Black Friday qui, pour la France, ne veut strictement rien dire. Hein. Donc c'est juste l'occasion de faire des ventes à tout va. Donc il faut rappeler quand même que le Black Friday, c'est le lendemain du fameux Thanksgiving aux États-Unis, qui est une fête, je dirais, sans doute la fête la plus importante du calendrier américain. Et donc le lendemain, c'était au moment des ventes traditionnelles, les gens allaient faire leurs courses, et puis c'est passé sur le e-commerce. Et donc évidemment, comme Halloween est arrivé en France, mais bon, marche plus ou moins bien. Je crois que ces dernières années, il y a eu un petit regain, piqûre de rappel. Black Friday, là, on y va, donc on parle de Black Friday, mais finalement, il manque le Thanksgiving. Il faut qu'on rajoute le Thanksgiving. Le message est passé. Celui-là, je ne vois pas comment on pourrait l'introduire, parce qu'il y a quand même une connotation historique qu'on ne peut pas inventer. Mais bon, c'est jamais. Nos marketeurs sont très, très créatifs, donc ils vont peut-être trouver l'idée. Bon, écoutez, merci Guy, et donc rendez-vous à l'année prochaine pour le nouveau Black Friday. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. Et excellente semaine en attendant. À très bientôt. Merci.